Bonjour à tous, bonjour à vous Patrick Caner. Bonjour. Les révélations du procureur de Paris, on l'entendait dans le journal, François Molins, qui indique qu'un attentat peut-être de grande échelle se préparait en région parisienne après les découvertes faites la semaine dernière, valide votre diagnostic fameux désormais. Vous avez dit qu'il y a des dizaines de Molenbeek en France. Vous persistez et signez. Alors, tout d'abord, j'ai parlé de similitudes potentielles avec Molenbeek, qui n'est pas une injure. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de compassion pour nos amis belges que je tiens à soutenir. Simplement, il est vrai qu'il faut nommer les choses aujourd'hui. Il faut assumer nos responsabilités et surtout agir. Il y a des quartiers en France qui cumulent des handicaps sociaux, qui cumulent de l'ultra-communautarisme, qui cumulent aussi parfois une absence de services publics. Et donc c'est dur dans un pays comme le nôtre. Mais lorsque certains, même dans votre camp, disent que justement, en employant cette expression, vous stigmatisez encore davantage ces quartiers. Est-ce que vous pensez que ces quartiers ne sont pas déjà stigmatisés ? Chacun les connaît, de par leur nom. Et donc, au contraire, c'est l'action. Il faut agir sur tous les fronts. Le front de l'économie, le front de la rénovation urbaine, le front de l'éducation. Tous ces défis sont à relever. Et ce que j'ai voulu dire il y a quelques jours, c'est que, puisqu'il y a ce constat, nous avons une ardente obligation aujourd'hui de mettre tout en œuvre pour éviter les dérives. Que pensez-vous de ce que dit Samia Ghali? Elle est sénatrice des quartiers nord de Marseille, elle est socialiste comme vous, et elle dit, je la cite, « On a laissé ces quartiers se débrouiller entre eux, on n'aime pas les gens de ces quartiers et ils le savent ». Est-ce qu'elle a raison? Moi, mon souci, c'est de protéger aujourd'hui, y compris et notamment les communautés musulmanes de ces quartiers, des prédateurs qui leur veulent du mal. Parce que les premières victimes, ce sont nos compatriotes musulmans qui souhaitent une intervention de l'État très forte. Et moi, je dis, il ne faut pas aujourd'hui moins d'État au mieux d'État, il faut plus d'État dans ces quartiers. Et je pense que les élus locaux, ils sont très favorables. Depuis les années 80, vous le savez, on a mis des millions, des milliards dans la politique de la ville, dans la rénovation urbaine. Pour quel résultat? Et on a fait beaucoup en la matière. Imaginez-vous ces quartiers sans cette intervention publique. C'est vous-même qui faites le constat aujourd'hui qu'il y a Mais ce que je veux dire, c'est que les phénomènes de radicalisation ne datent pas d'il y a 30 ans. Ils datent de bien plus récemment. Et il faut, voilà, c'est un nouveau défi à relever. Et je pense que c'est dans la lucidité que nous serons aujourd'hui efficaces. Et c'est ce que j'ai voulu dire simplement. Voilà, donc sans stigmatiser, mais dans la lucidité et dans la volonté de l'action. Alors vous êtes entre autres ministre de la Jeunesse, notamment cette jeunesse qui ne se sent plus appartenir à la communauté nationale. Est-ce que c'est dans sa direction que vous allez proposer de nouvelles mesures, un nouveau projet de loi? De quoi s'agit-il? C'est dans 15 jours au Conseil des ministres, je crois. Projet de loi égalité-citoyenneté avec des mesures nouvelles pour la jeunesse, notamment, je pense, aussi pour tous ceux qui s'engagent dans notre pays. Je pense au contrat d'engagement qui permettra aux bénévoles associatifs de pouvoir bénéficier de jours de congés qui seront opposables, entre guillemets, à l'employeur. Je pense aussi au livret citoyen. L'engagement de la jeunesse, c'est pour moi une des réponses aujourd'hui. Je veux développer cette culture de l'engagement. Est-ce que la jeunesse vous entend encore? Une grande partie d'entre elles va être dans la rue aujourd'hui. Est-ce que le dialogue n'est pas coupé entre cette jeunesse qui, par exemple, a peur de la loi El Khomri et le pouvoir qui propose des mesures mais qui n'est peut-être plus entendu? Vous avez dit une grande partie de la jeunesse. Nous le verrons bien. Moi, je suis attentif au nombre de personnes qui seront dans la rue, salariés des entreprises publiques, salariés du privé. Bien évidemment, je suis conscient de cela. N'y a-t-il pas une coupure aujourd'hui entre les jeunes et le pouvoir et le gouvernement que vous représentez? L'engagement du président de la République sera tenu, à savoir que la jeunesse vivra mieux en 2017 qu'en 2012, avec toutes les mesures que nous avons prises, emploi d'avenir, service civique, garantie jeune, la garantie jeune qui va être universalisée. Tout cela, pour moi, représente des mesures. Mais alors, pour parler de l'actualité, Monsieur Caner, pourquoi cette loi El Khomri fait tant peur, si vous le voulez, à une grande partie de la jeunesse? Moi, ce qui me fait peur, si vous pouvez répondre à cette question. Oui, je vais répondre. Ce qui me fait peur, c'est que la jeunesse, aujourd'hui, rentre dans le marché du travail en CDD ou en intérim à 90%. Et la loi El Khomri, aujourd'hui, est un juste équilibre qui a été négocié. Donc, moi, je dis à la jeunesse, regardez bien ce texte et vous verrez qu'il n'y a aucune mesure attentatoire à leur liberté. Je pense à celle qui pouvait exister notamment dans le CPE il y a 10 ans. Si c'était à refaire, vous conseilleriez à François Hollande, on va parler de la déchéance de nationalité, de reproposer cette mesure comme il l'avait fait il y a 4 mois, avec le résultat qu'on connaît désormais? François Hollande, aujourd'hui, est face à une posture, face à une posture de la droite, qui a été capable de se mobiliser à l'Assemblée, qui s'est mobilisé sur un autre chemin au Sénat. Et bien, devant cette posture, il a pris une sage décision. Sage décision maintenant, mais n'était-il pas hasardeux au départ de proposer une mesure qui avait toujours été défendue par la droite,
venant cette fois-ci d'un président de gauche. Est-ce que ce n'était pas hasardeux? François Hollande s'est posé en défenseur des intérêts de la nation et en protecteur des Français à l'occasion du congrès du 16 novembre dernier. Il a pris un engagement. Cet engagement, il ne pourra pas être tenu non pas de son fait, non pas de la majorité de gauche, mais aujourd'hui essentiellement du fait de la droite qui n'est pas capable de se mettre en phase des deux côtés du Parlement. Moi, je le regrette. Je le regrette pas pour, j'ai envie de dire presque pas pour la gauche. Je le regrette pour la France. Mais est-ce seulement la faute de la droite, M. Caner, lorsque vous entendez Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, présenter ses excuses aux Français? On a de quoi être un peu dubitatif. Je n'ai pas complètement compris la forme. Le fond, je peux l'imaginer, mais la forme de la démarche. Aujourd'hui, la seule préoccupation du gouvernement, c'est de protéger les Français. Nous le ferons avec l'état d'urgence. L'état d'urgence, moi, j'aurais bien aimé, vous savez, je suis juriste, j'aurais bien aimé le voir dans la Constitution comme l'état de siège ou l'article 16. Voilà, mais ce n'est pas le cas. Eh bien, nous continuerons notre travail, mais sans les outils qui auraient pu être, je crois, beaucoup plus forts pour cette mission. Alors, naturellement, pas par vous, mais vous voyez bien que François Hollande est très critiqué après ce qui s'apparente tout de même à une sorte de fiasco, une sorte d'échec. Est-ce que vous pensez qu'il reste, à ce jour, le meilleur candidat possible pour la gauche dans un an, désormais? Moi, je l'ai toujours dit, je n'en vois pas à d'autres. Donc, je suis très clair. Et avec quels atouts? Je suis convaincu que, y compris au travers des résultats économiques qui commencent à tomber sur la croissance qui reprend, sur le déficit public qui est maintenu en termes de... Voilà, qui est maîtrisé. Mais plutôt, pas sur le chômage, qui qui est le critère sur lequel il a fondé sa candidature. Oui, mais le chômage aujourd'hui fait du yo-yo. On le voit bien de mois en mois. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas eu de baisse du chômage depuis février 2008 consécutive. 2 mois de suite, c'est extraordinaire. Eh bien, moi je suis convaincu qu'avec toutes les mesures que nous prenons, avec cette croissance qui reprend, avec le pouvoir d'achat qui reprend, le chômage baissera dans l'année 2016. Voilà, ce n'est pas un acte de foi, c'est simplement en regardant les chiffres aujourd'hui de l'économie. Et je pense que dans ce cadre-là, François Hollande sera reconnu pour le travail qu'il a mené, à savoir la maîtrise des comptes publics, le maintien de notre modèle social et les réformes structurelles dont le pays avait besoin. Une question pour terminer au ministre des Sports, que vous êtes également. La mairie de Paris, hier, a confirmé l'installation d'une fan zone pendant la Coupe d'Europe de football, le championnat d'Europe en juin prochain, qui sera installée donc au pied de la Tour Eiffel à Paris. Est-ce que finalement vous pouvez garantir aujourd'hui que ce sera une zone totalement sûre, totalement, on ne peut jamais le dire, mais qui présentera les mêmes garanties de sécurité? Vous savez que certains élus, Frédéric Pechnard notamment, qui a été un ancien directeur de la police, y est opposé. Je ne connais pas, à mon avis, complètement le dossier. Je le dis très simplement à votre micro. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ont été très clairs. Et moi, je les accompagne en tant que tels. Les fan zones seront sécurisées comme les stades. Il y aura des portiques, il y aura des palpations, il y aura de la vidéosurveillance, il y aura même du déminage à l'intérieur des fan zones. Donc, rassurons les Français, rassurons nos amis étrangers qui vont nous voir. Les fan zones seront sécurisées et seront y renoncer maintenues. Ou les réduire si on constate qu'il y a un risque au moment de l'Euro 2016? Nous sommes responsables. Adaptabilité d'un côté, réactivité de l'autre. Bien sûr, nous mesurerons les risques jour après jour, heure après heure, en fonction, bien sûr, des informations qui nous parviendront. Et s'il le faut, bien sûr, il sera adapté. Nous adapterons les fan zones à cette situation de sécurité. Merci beaucoup, Patrick Caner. Très bonne journée. C'est à vous, William. Merci, messieurs. Jeff, à demain. Dans quelques instants, Laura Tenucci vous brossera le portrait d'une start-up française qui incarne parfaitement la réussite Made in France. Et je vous dis Made in France précisément, c'est parce qu'elle rayonne sur plusieurs continents. À tout à l'heure. Alors, tous les